Bonjour tout le monde et merci d'être venu nous écouter pendant ce webinaire aujourd'hui. Je voudrais maintenant vous donner quelques informations pour la logistique pour que vous profitiez vraiment de cette séance. Nous sommes ravis d'avoir l'interprétation vers le français, l'allemand, l'espagnol, l'italien. Et pour ce faire, vous avez à taper sur le petit globe pour pouvoir choisir la langue que vous voulez écouter. Si vous êtes sur un appareil mobile, vous allez devoir taper sur les trois petits points. Nous sommes en train d'enregistrer la séance, donc ne vous en faites pas si vous n'arrivez pas à écouter quelques parties de la présentation parce qu'on aura la présentation disponible. Nous avons aussi l'option chat et l'option questions-réponses pour pouvoir vous communiquer avec nous. Et nous aurons la possibilité de poser des questions à la fin de la présentation. Donc, si vous avez des questions, vous n'avez qu'à les taper dans le questions-réponses, dans la boîte questions-réponses. Si vous utilisez cette boîte questions-réponses, ce sera plus facile pour nous de voir les questions parce que si vous l'écrivez sur le chat, on pourrait les perdre, mais utilisez le chat pour pouvoir dire bonjour, etc. Nous avons aussi la possibilité de sous-titres. Vous n'avez qu'à taper sur Show Captions, CC, et choisir la langue dans laquelle vous voulez voir les sous-titres. Nous allons aussi partager un certificat à la fin de la présentation. Donc, regardez à la fin de la séance le lien pour le certificat, mais ne vous en faites pas si vous ne le trouvez pas à la fin de la séance parce qu'on aura d'autres possibilités de le recevoir. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté et j'espère qu'avec Dr. Ronald Colby, vous allez pouvoir mieux comprendre la situation avec les chats avec hypercalcémie. Donald Colby est un spécialiste de l'université depuis 2008. Il est un diplômé du Collège européen de nutrition vétérinaire depuis 2011. Il est enseignant de nutrition et il gère la clinique d'obésité et il fait ses recherches sur la nutrition, le métabolisme et les évaluations nutritionnelles. Il y a beaucoup d'articles publiés dans des journaux nationaux et internationaux et il est le président de l'ICVN. Je vais lui donner la parole pour qu'il fasse sa présentation. Merci beaucoup pour cette introduction. Je vais commencer à partager mon écran. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'hypercalcémie chez les chats atteints d'une maladie rénale chronique. Et c'est un sujet très important. Et souvent, on voit que l'hypercalcémie coïncide avec la maladie rénale chronique. Et si on regarde un peu la littérature, on voit que un de tous les 5 chats ont des maladies rénales ou ont l'hypercalcémie. Alors, pour mieux comprendre l'hypercalcémie, on doit d'abord comprendre quel est le métabolisme du calcium. Alors, il y a des hormones qui sont très importantes qui régulent un peu les concentrations de calcium. Et c'est important de bien régler ceci parce que s'il y a des obstacles ou des problèmes, ceci pourrait mettre en risque la vie des chats, comme par exemple des arythmies, mais aussi la mort. Et c'est quelque chose qui est réglé par plusieurs hormones. Si les niveaux de calcium se réduisent, eh bien, les cellules parathyroïdiennes vont sécréter de l'hormone parathyroïdienne et cette hormone parathyroïdienne a pour objectif de restaurer les niveaux de calcium. Donc, si les niveaux de calcium sont réduits, ils vont trouver le calcium dans la principale source de calcium, c'est-à-dire les os. Alors, les os vont libérer du calcium et du phosphore. L'hormone parathyroïdienne agit aussi sur les reins et elle permet la réabsorption du calcium et du phosphore pour éviter qu'elle soit excrétée par l'urine. Donc, le calcium et le phosphore sont présents dans le filtrat de l'urine et sont activement
attirés par l'hormone parathyroïdienne. L'hormone parathyroïdienne stimule aussi la, l'utilisation de la vitamine D dans sa forme active et l'objet de la vitamine D active est toujours dédié à la construction d'os. Donc la vitamine D essaye d'avoir des activités osteoclastiques, c'est-à-dire la libération de calcium et de phosphore des os dans les parties inactives des os et dans les zones inactives où il y a besoin de croissance, de réparation, là où il y a minéralisation. C'est pour cela qu'il y a euh, un flux en deux directions vers l'os. Et aussi, l'effet de la vitamine D, c'est la réabsorption de calcium et de phosphore de la priorine comme avec l'hormone parathyroïdienne. Mais la vitamine D aussi augmente l'utilisation de calcium dans l'intestin. Donc, c'est l'absorption du calcium et du phosphore augmente aussi. Et vous allez m'écouter parler de calcium et de phosphore euh, parce que la vitamine D et l'hormone parathyroïdienne règlent le phosphore et le calcium, le mais le pTH est intéressé par le calcium. Donc, si on veut éviter de hauts niveaux de calcium et de phosphore, l- pardon, va trouver le calcium et le phosphore et va stimuler l'excrétion du phosphore par les reins. Si les niveaux de calcium dans la plasme augmentent, alors on aura une stimulation de la minéralisation. Donc, il y aura de hauts niveaux de calcium et donc on devrait euh, avoir ce calcium dans les os pour être utilisé dans d'autres phases lorsqu'il y aura une réduction de calcium. Donc, c'est important de savoir que ces hormones, dans la régulation normale du calcium, vont agir pour bien savoir ce qui se passe dans les os lorsqu'il y a hypercalcémie. Et aussi, on va considérer les reins qui ont un rôle très important dans la régulation du calcium et du phosphore, comme je l'ai déjà mentionné, avec différentes hormones dont on parlera plus tard. Alors, l'hypercalcémie. Les signes cliniques apparaissent lorsque le taux de calcium ionisé sérique dépasse un seuil critique. Et les causes d'hypercalcémie sont normalement sous-estimées lorsqu'on mesure le calcium total parce que 50 ou 60% du calcium est lié aux protéines du plasme. Donc, s'il y a une réduction des protéines de plasme, alors les niveaux de calcium sont aussi moins importants lorsque on est en train de mesurer le calcium total. Et, et normalement, ces niveaux sont plus élevés de ce que l'on considérerait. C'est un peu la fraction des os du calcium. Et bien sûr, celui-là n'est pas lié à la concentration de protéines de calcium. Et les les causes d'hypercalcémie peuvent être indépendantes ou dépendantes de la parathyroïde. Bien sûr, s'il y a une augmentation de sécrétion de PTH qui augmente les niveaux de calcium ionisé, eh bien sûr, ceci peut être une cause d'hypercalcémie, mais il y a aussi une, une augmentation de vitamine D, par exemple, qui peut aussi augmenter les niveaux de calcium ionisé sérique. Donc, ce serait une cause indépendante de la parathyroïde, mais aussi la réabsorption par l'os à cause de tumeurs d'os, par exemple, pourrait aussi faire une augmentation de l'absorption de l'os et donc une libération de calcium des os qui pourrait augmenter aussi les niveaux de calcium ionisé. Donc, les causes les plus courantes d'hypercalcémie chez les chats sont l'hypercalcémie idiopathique, qui est en fait une hypercalcémie d'origine inconnue. Aussi, l'insuffisance rénale chronique qui est aussi liée à l'hypercalcémie, mais surtout, on doit dire que les concentrations totales de calcium sont dans des niveaux normaux, donc c'est très important de mesurer le calcium ionisé. Et
Et c'est une cause importante d'hypercalcémie chez les chats. Alors, les signes cliniques sont différentes chez les chats et chez les chiens. Avec les chiens, c'est la polyurie et la polydipsie, mais avec les chats, c'est plutôt la faiblesse, la constipation, la dépression. Et ces signes cliniques sont normalement aussi présents dans les patients qui ont des maladies rénales chroniques. Donc, ils peuvent avoir différents signes cliniques, mais aussi l'anorexie est le signe clinique le plus associé à l'hypercalcémie chez les chats. Et les signes cliniques sont plus graves lorsque l'hypercalcémie se développe rapidement. Les- L'hypercalcémie idiopathique, normalement, n'a pas de signe chez les chats. Les signes cliniques ne sont normalement pas diagnostiqués ou sont considérés insignifiants. Alors, comment faire le diagnostic? Eh bien, on doit mesurer le calcium total, mais préférablement les concentrations de calcium ionisé pour savoir s'ils sont en dessus des seuils pour décider si c'est l'hypercalcémie. Et pour mieux faire notre diagnostic, on doit aussi mesurer l'hormone parathyroïdienne pour voir si l'hypercalcémie est dépendante de la parathyroïde ou pas. Et on doit aussi mesurer la protéine liée à la PTH qui est parfois qui est libérée par des tumeurs. Et donc parfois, on peut avoir. Ce n'est pas vraiment l'hormone PTH, elle est semblable à PTH, c'est un récepteur de la PTH et on mesure aussi la vitamine D, surtout la vitamine D25 si on pense qu'il y a une toxicité vitaminique ou aussi si on pense qu'il y a une conversion de la vitamine D dans son état actif. Pour l'hypercalcémie, normalement, il n'y a pas de traitement. Il faut bien sûr, pour traiter bien sûr les causes sous-jacentes, bien sûr, on peut avoir des traitements, mais le traitement, normalement, c'est symptomatique, hein. On doit donner des liquides, des diurétiques et parfois aussi, s'il y a une hypercalcémie qui persiste et qu'on ne peut pas traiter avec un changement de régime, eh bien, on finit par utiliser des glucocorticoïdes qui peuvent limiter la conversion de la vitamine D dans son état actif ou des bisphosphonates qui permettent de ne pas avoir des effets osteoclastiques dans les os. Alors, quelles sont les causes de l'hypercalcémie chez les chats? Eh bien, bien sûr, c'est un peu, ça peut être aussi une erreur de laboratoire. Normalement, le calcium et le phosphore sont à des niveaux plus élevés dans des chats qui sont en train de croître, ou peut-être le non, ne pas être à jeun quand on fait les prises de sang. Lorsque on doit faire ces prises de sang lorsque les chats n'ont pas mangé pendant un peu de temps. Donc, si on pense que peut-être c'est l'hypercalcémie et que l'on veut vraiment assurer que c'est ainsi, et on doit prendre des échantillons lorsqu'ils sont à jeun. Et, et on peut aussi l'hypothermie environnementale sévère qui peuvent être des causes de l'hypercalcémie. Mais les plus importantes, bien sûr, sont les dépendantes de la parathyroïde, hein, c'est-à-dire hyperparathyroïde primaire ou l'indépendante de la parathyroïde que j'ai déjà mentionnée. La idiopathique est la plus commune, mais ce pourrait être aussi une malignité associée. Et l'hypercalcémie humorale maligne, c'est celle qui est liée au peptide du PTH, c'est-à-dire l'hypercalcémie de PTH. Et puis après, on a les malignités hématologiques comme le lymphome qui, bien sûr, augmente la conversion de vitamine D dans son état actif. Et si on a la métastatique, par exemple, ou la réabsorption des os, les lésions d'os et aussi augmente les niveaux de calcium. On a aussi peut-être les insuffisances rénales chroniques qui peuvent augmenter les niveaux de calcium. Bien sûr, l'hypervitamineuse D, mais parfois la vitamine D ou même la vitamine D active est utilisée dans le traitement dans des cas de maladies chroniques graves et aussi, bien sûr, une dose trop élevée peut augmenter les niveaux de calcium.
Les maladies granulomateuses peuvent aussi augmenter la conversion de vitamine D dans son état actif et donc peuvent contribuer à l'hypercalcémie. Et l'insuffisance rénale aiguë dans la phase diurétique peut aussi augmenter les niveaux de calcium et lésions squelettiques aussi. Les excès de chélateurs aussi peuvent augmenter le calcium, mais aussi les l'exposition à aluminium qui peuvent aussi permettre la libération de calcium des os en augmentant l'activité ostéoclastique. Alors, maintenant que l'on connaît un peu mieux l'hypercalcémie, quelle est la définition de la maladie rénale chronique? C'est aussi quelque chose d'important qu'il faut comprendre. Parfois, on l'appelle insuffisance rénale chronique, mais normalement, on parle de maladie rénale chronique. C'est une maladie incurable, progressive, qui est caractérisée par une diminution graduelle des néphrons et donc une diminution de leur fonction. C'est l'insuffisance. Et alors, comme je l'ai mentionné lors d'une des premières diapos, les reins ont un rôle très important lorsqu'on parle du métabolisme du calcium. Si le rein ne fonctionne pas correctement, beaucoup d'hormones peuvent commencer à se présenter. S'il n'y a pas une réabsorption du calcium et du phosphore dans la préurine, donc il y a plus de libération de calcium et de phosphore vers l'urine et donc ceci sera excrété et le résultat sera sera la diminution des niveaux de calcium. Et ceci va augmenter l'action du PTH, c'est-à-dire de l'hormone parathyroïdienne et donc le PTH va attirer la plupart du calcium et du phosphore des os et donc les niveaux de calcium peuvent augmenter et l'expression du phosphore active ne sera pas aussi efficace parce que les reins seront stimulés pour excréter le phosphore constamment. Et si leur fonction est insuffisante, eh bien l'expression de phosphore ne va pas marcher correctement. Et donc, si le calcium et le phosphore sont élevés au niveau sérique, eh bien, ils peuvent se coller l'un à l'autre et former des dépôts aussi dans les reins en augmentant les problèmes rénaux. Donc, l'activation de la vitamine D dans sa forme active, c'est-à-dire de vitamine 25 à vitamine 125 D, se donne au niveau des reins. Donc, si les reins ne fonctionnent pas correctement, les niveaux de vitamine D active se réduisent et donc il y a moins d'absorption de calcium de l'intestin et donc ce sera comme avec l'hormone parathyroïdienne, une réabsorption du calcium et du phosphore de la préurine sera empêchée. Et donc, la plupart du calcium viendra des os dans cette situation-ci. Alors, il y a des activités osteoplastiques qui peuvent à la fin euh, finir par causer une hypercalcémie temporaire. Alors, l'hypercalcémie peut même être la cause de maladies rénales chroniques parce que l'hypercalcémie en soi-même entraîne une réduction du taux de filtration glomérulaire et elle le fait en augmentant l'excrétion de sodium et cette augmentation de l'excrétion de sodium et une diminution de la quantité totale d'eau dans le corps, ce qui entraîne une réabsorption accrue d'hypocarbonate et une alcalose métabolique qui va augmenter la réabsorption du calcium dans le néphron distal et donc aggravera aussi l'hypercalcémie. Donc, c'est un peu un cycle qui ne s'arrête jamais. L'hypercalcémie non seulement a un impact dans les capillaires, qui augmente le taux de filtration glomérulaire, elle peut aussi créer des pierres rénales qui vont bloquer les sorties des reins qui vont finalement causer des maladies rénales. Et aussi peut créer des dépôts de phosphore dans les reins qui peuvent aussi causer des maladies rénales. L'hypercalcémie peut être aussi la conséquence d'une
peut, peut, peut être la conséquence d'une maladie rénale chronique parce que on est en train de libérer trop de calcium et de vitamine D. Normalement, les régimes rénaux sont élevés en calcium mais bas en phosphore. Si ceci n'est pas suffisamment équilibré, et c'est quelque chose qui se passe de temps en temps avec les régimes pour les reins, eh bien, on peut avoir trop de calcium qui contribue à une hypercalcémie ou le développement d'une hypercalcémie. Donc, c'est important de toujours bien vérifier quels sont les niveaux de phosphore et de calcium sériques pour assurer que nous n'avons pas une dose trop élevée de calcium avec un régime incorrect. Mais si le phosphore est au bon niveau, et on peut bien sûr voir les normes générales, on pourrait avoir un régime avec moins de restrictions de phosphore pour les reins pour éviter cette réduction du calcium. Et puis quelque chose qui est très importante dans la médecine humaine est le fait que l'hypercalcémie et l'insuffisance rénale chronique sont deux affections qui parfois se donnent à la fois, mais ce sont deux affections distinctes qui surviennent simultanément. Vous pouvez aussi considérer ces deux maladies ainsi pour vos cas vétérinaires, surtout parce que nous voyons que l'hypercalcémie idiopathique, par exemple, se donne parfois sans de signes cliniques. Et bien sûr, l'insuffisance rénale chronique euh, peut se donner chez des chats qui n'ont pas d'hypercalcémie. Donc, ce sont deux affections qui peuvent se donner séparément. Alors, doit-on traiter ou ne pas traiter en cas d'hypercalcémie chronique? Eh bien, s'il n'y a pas de signe clinique, lorsqu'on fait l'examen physique et que les niveaux de sang ne sont pas trop élevés et que l'on a mesuré le calcium ionisé, et tout est normal, eh bien, on n'a pas besoin de traitement spécifique. Mais si le calcium ionisé est augmenté, les niveaux sont augmentés, eh bien là, oui, on va devoir traiter euh, la maladie. Et donc, ici, on a aussi un peu la situation, est-ce que l'on voit des signes cliniques de toxicité, comme par exemple une augmentation de phosphore? Alors là, oui, on devrait commencer à traiter, même si c'est une augmentation minimale des niveaux de calcium. Je ne sais pas d'où viennent ces niveaux, mais ces niveaux sont incorrects, donc oubliez-les. Il faudrait connaître les chiffres corrects pour les chats. Si on regarde maintenant toute la littérature, et tous les articles publiés sur l'hypercalcémie chez les chats, eh bien, on propose toujours d'essayer avec le régime avant de commencer un traitement avec médicaments. Et les changements de régime sont normalement très spécifiques. Si on regarde un peu les nutritionnistes, c'est une augmentation de fibres. Ce sont des régimes de prévention. Mais ce sont des termes qui ne sont pas clairement définis parce que il y a beaucoup de sources de fibres. Et quelles sont les sources de fibres dont on parle? Que veut dire augmenter la fibre? Quel est le niveau de fibres que l'on doit proposer au chat? Les régimes rénaux sont là, ils sont normalement présents. Ils devraient avoir une restriction de phosphore, mais il y a d'autres aspects aussi importants dans ces régimes qui ne sont pas vraiment bien définis, qui ne sont pas clairs. Quels sont les niveaux nutritionnels que l'on considère comme l'objectif pour la prévention de l'hypercalcémie? Donc, si on regarde cette explication dans les différents articles, vous allez voir une définition un peu plus claire concernant ces régimes et aussi on va pouvoir voir un peu quel est le raisonnement, ce qu'ils essayent de faire avec ces termes. Alors, les régimes riches en fibres doivent supposément diminuer l'absorption intestinale du calcium en affectant le temps de transit et en liant le calcium alimentaire dans la lumière intestinale. Donc, nous cherchons des fibres qui sont capables de s'unir au calcium. Les régimes qui sont formulés pour les maladies rénales chroniques sont généralement pauvres en calcium et grâce à leur faible pouvoir acidifiant peuvent potentiellement diminuer la libération de calcium par les os, une combinaison qui, en théorie, pourrait affecter le calcium ionisé circulant. Donc, nous sommes en train de considérer des régimes conçus euh, pour prévenir les
pouvoir d'acidification. Et les régimes qui sont conçus pour prévenir l'urolithiase calcique sont aussi utilisés pour la restriction au calcium et parce qu'ils ont un effet dans la réduction de concentration et l'excrétion de calcium dans l'urine. Et il recommande de revérifier les niveaux de calcium sérique après avoir modifié le régime 6 semaines plus tard pour voir quel est l'effet. Si on regarde maintenant d'autres recommandations alimentaires, comme par exemple l'augmentation d'eau, ceci pourrait aussi réduire les niveaux sériques simplement par l'effet de dilution. Donc, les aliments humides sont une bonne idée. On doit aussi réduire le calcium et la vitamine D. Et il y a des personnes qui donnent des aliments humains à leurs chats et il y a des aliments qu'il faut éviter parce qu'ils ont un contenu très élevé de vitamine D ou de calcium. Ils ont des concentrations trop élevées. Alors, ces aliments sont ici listés sur cette diapo. Alors, comme je l'ai mentionné auparavant, l'association rénale, la Société rénale internationale a dit que les chats dont le taux de phosphate sérique se situe dans la fourchette cible de l'iris peuvent peut-être présenter un risque accru d'hypercalcémie lors de l'introduction d'un régime alimentaire adapté au rein. Donc, si on voit que le taux de calcium sérique s'augmente, il faudrait passer à un régime alimentaire moins restrictif en phosphate. Alors maintenant, bien sûr, on veut être beaucoup plus spécifique lorsqu'on parle de moins restrictive en phosphate. On a besoin de guides plus clairs. Il y a des cas qui ont été récemment publiés dans la littérature qui essayent de trouver la solution lorsqu'on parle de gestion des régimes pour des chats avec hypercalcémie. Et j'aime bien cet article qui a évalué différents chats avec des maladies chroniques rénales ou hypercalcémie et ils ont vraiment rédigé des guides avec des concentrations claires. Alors on devrait essayer toujours d'avoir des régimes rénals avec moins de 200 mg de calcium par énergie métabolisable et le taux de calcium phosphate devrait être en dessous de 1,4 à 1. Donc, c'est beaucoup plus spécifique et nous donne des guides clairs concernant le traitement des patients. Et vous pouvez voir que lorsqu'ils ont revérifié après 9 semaines, 90% des chats avaient vu une réduction du calcium ionisé et 6, sur les 10 chats, 6, 60% sont devenus normocalcémiques. Donc, c'est vraiment un impact très important avec ce changement de régime alimentaire, simplement avec la réduction de calcium et avec un taux de calcium phosphate qui est près de 1. Et ce qu'ils ont fait aussi avec ces chats qui n'ont pas devenu normocalcémiques, c'était ajouter aussi des graines de chia. Et on a aussi des publications qui parlent de l'utilisation de graines de chia. Et si on leur donnait 2 à 3 grammes par jour, on pouvait restaurer la concentration normale de calcium sérique. Donc, les graines de chia, normalement, ont des caractéristiques qui sont utiles pour réduire les niveaux de calcium sérique. Et ils ont spéculé un peu dans l'article concernant les effets des graines de chia. Et ce sont des sources de fibres basses en calcium et avec des éthanols euh, bio qui peuvent s'unir au calcium et qui peuvent éviter l'absorption du calcium dans l'intestin. Et c'est le principal effet des graines de chia. Et je pense que c'est très utile d'avoir deux stratégies différentes que l'on peut même combiner pour pouvoir éventuellement avoir un contrôle des niveaux de calcium sérique. Alors, comment est-ce que l'on donne ce chia au chat? Parce que si on ajoute les graines, ce ne sera pas utile et ce n'est pas facile à mélanger. Donc, ce qui est recommandé, ce qu'ils utilisent dans ce cas spécifique, dans cette étude qui a été publiée,
c'est de mouiller les graines de chia dans un contenu de 20 millilitres d'eau pendant 20 minutes pour obtenir cette espèce de substance collagineuse qu'ils mélangent avec les aliments. Et normalement, les chats, ils apprécient plutôt bien cette nourriture. Donc, normalement, oui, les chats aiment bien les graines de chia remouillées. Alors, on devrait changer le régime. Et maintenant que l'on a des recommandations plus spécifiques, on peut savoir comment s'y prendre et on doit faire un contrôle après 6 semaines, c'est-à-dire après 2 mois. On peut voir un peu quel est le niveau de calcium ionisé. Ici, on a les recommandations, mais si on a un calcium ionisé normal, on continue bien sûr avec la stratégie et on contrôle tous les 3 à 6 mois. Mais s'il y a encore une augmentation du calcium ionisé, alors on doit commencer le traitement médical qui est bien sûr la prédnisolone, parce qu'on sait que ceci réduit la conversion de la vitamine D en son état actif, ou sinon on utilise des biphosphonates qui imitent l'activité ostéosplastique. Donc, comme je l'ai dit auparavant, on peut savoir quel est le meilleur régime ou la meilleure approche selon la sorte d'hypercalcémie. Mais bien sûr, les médicaments ont toujours des conséquences. Donc, il faut toujours essayer d'abord avec le régime et avec les graines de chia. La prédnisolone, bien sûr, a des effets secondaires qui sont communs, bien sûr. Nous le savons tous. On augmente la faim, et il y a polyurie et polydipsie, mais aussi on augmente le risque d'infection, surtout les infections urinaires qui est très commune chez les chats qui prennent de la prednisolone pendant très longtemps. Normalement, ils développent des infections qui peuvent augmenter aussi les maladies chroniques rénales. Donc, c'est quelque chose que l'on doit aussi considérer. Il n'y a pas eu beaucoup d'expérience avec ces bisphosphonates, mais maintenant, on préfère toujours utiliser bisphosphonates avant la prédnisolone parce que la prédnisolone a plus d'effets secondaires. Les bisphosphonates, bien sûr, ont aussi des effets secondaires. Et un des effets, c'est ce que l'on a dit, c'est le fait que ces médicaments peuvent créer l'ostéonécrose de la mandibule. C'est un effet secondaire qui est vu surtout chez les chats qui ont des traitements de bisphosphonates qui ont duré très longtemps et qui après doivent se faire traiter les dents. Donc, si on commence les traitements avec bisphosphonates, on recommande d'abord de faire des traitements bucco-dentaux avant que l'on ne commence le traitement de bisphosphonates pour éviter le risque de ces effets vraiment graves parce que ce sont des lésions ostéoclastiques très importantes dans la mandibule. Bien sûr, si on donne trop de bisphosphonates, on peut aussi inhiber la remodélisation des os qui pourrait aussi causer des fractures. Et dans la phase préalable, lorsqu'on commence avec les traitements de bisphosphonates, on peut voir aussi des effets secondaires comme la diarrhée, l'anorexie. Alors, ce n'est pas le Saint Graal, ce n'est pas idéal, mais dans ces cas réfractaires où l'on n'a pas de bonne réponse face au changement de régime et les graines de chia, eh bien, on va devoir faire des médicaments, des approches médicamenteuses, bien sûr. Alors, quels sont les messages à emporter? Bien, comment expliquer la présence d'une hypercalcémie chez certains chats atteints d'IRC? Eh bien, ils peuvent être interliés. L'hypercalcémie peut être la cause ou la conséquence de l'insuffisance rénale chronique. Il y a bien sûr des interrelations, donc il faut toujours traiter l'hypercalcémie et l'insuffisance rénale chronique parce que l'une peut empirer l'autre. Et et bien sûr, il se peut que ce soit deux conditions simultanées qui peut-être l'hypercalcémie n'a pas d'impact sur les reins, c'est simplement quelque chose d'indépendant, mais l'hypercalcémie en tout cas, à un point donné, peut causer aussi des signes cliniques. Donc, il vaut mieux toujours de traiter l'hypercalcémie. Quelles sont les conséquences de cette hypercalcémie? Eh bien, l'hypercalcémie peut aggraver l'insuffisance rénale chronique. Ça dépend de la gravité, bien sûr.
Et on peut avoir vasoconstriction, on peut aussi voir des oxalats de calcium ou des dépôts de calcium dans les reins. Et on peut aussi aggraver l'hypercalcémie avec un cycle qui n'en finit jamais, comme je vous ai expliqué lors d'une des premières diapositives. Et les signes cliniques, eh bien, ce sont vraiment les drapeaux rouges. Si jamais vous avez des patients avec une insuffisance rénale chronique, vous devriez toujours être vigilant s'il y a l'anorexie, les vomissements, la dépression, la faiblesse ou la constipation. Il faut toujours voir tout ceci, mesurer toujours la présence de calcium et de phosphore, même si le calcium total est à des niveaux normaux. Le calcium ionisé, sérique, est celui que l'on doit toujours essayer de vérifier pour voir qu'il n'y a pas une hypercalcémie que l'on n'a pas considérée parce qu'on avait seulement regardé le calcium total. Que dois-je faire si mon chat a une insuffisance rénale chronique et hypercalcémie? Eh bien, normalement, la cause sous-jacente de l'hypercalcémie n'est pas claire, mais il faut toujours essayer de trouver les causes sous-jacentes parce que si on les trouve, on peut avoir des traitements plus spécifiques pour ces causes-ci. Et donc, ceci pourrait résulter aussi en une guérison de l'hypercalcémie. Il faut toujours considérer la maladie rénale chronique conformément aux lignes directrices de l'IRIS. Euh, Si c'est une maladie rénale chronique ainsi que l'hypercalcémie, on a besoin d'un régime bas en calcium et phosphore. On peut aussi ajouter les graines de chia si le changement de régime en soi n'est pas efficace. Comme je vous l'ai dit, 60% des chats répondent correctement au changement de régime, mais les autres aussi répondent mieux si l'on ajoute les graines de chia. Et on doit traiter médicalement seulement si les précédents régimes sont inefficaces. Donc, il faut toujours penser au changement de régime avant de commencer le traitement médical. Que devrais-je faire si mon chat a une insuffisance rénale chronique et développe une hypercalcémie? Eh bien, peut-être l'hypercalcémie est causée par l'insuffisance rénale chronique. Donc, c'est une comorbidité. Et donc, dans ce cas-là, on devrait faire la même chose. On devrait considérer les causes sous-jacentes et essayer aussi de penser aux autres possibilités et traiter de la même façon. Donc, tout d'abord, suivre les lignes directrices IRIS. Si on considère le traitement médical, si c'est vraiment lié à l'insuffisance rénale chronique et on voit que la cause de l'hypercalcémie, c'est quelque chose de causé par l'hormone parathyroïdienne, eh bien, le bisphosphonates sont notre première option parce que la conversion de la vitamine D, normalement, est aussi limitée chez ces chats. Alors voilà, ce sont les références que j'ai utilisées pour préparer cette présentation. Et donc, il y a des articles un peu plus anciens et d'autres beaucoup plus modernes. Et c'est un peu la situation actuelle concernant l'hypercalcémie chez les chats avec une maladie rénale chronique. Et maintenant, je suis prêt à répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ronald. C'était vraiment une présentation fantastique. Je l'ai adorée. Je suis sûre que le reste aussi l'a adorée. Est-ce que vous me voyez? Vous m'entendez correctement? Oui, parfait. Merci, merci beaucoup. Alors, il y a certaines questions et je vais essayer de les lire. Donc voilà, on a pas mal de questions. Donc on va essayer de lire ces questions. Alors la première, c'est si on a un patient avec urolithiase causée par les cristaux d'oxalate de calcium, quelle serait la gestion de régime? Eh bien, pour les pierres et les cristaux, il n'y a pas beaucoup d'évidence qui démontrent vraiment
que l'on puisse utiliser un régime mieux qu'un autre. Donc, avec les pierres d'oxalate, je recommande toujours de mesurer les niveaux de calcium sérique pour voir s'il y a une hypercalcémie aussi. Et on traite normalement de façon semblable. On choisit un régime euh, qui soit bas en calcium. C'est un peu ce que l'on disait avant concernant le taux de calcium, mais ce n'est pas quelque chose qui puisse endommager les chats. Il faut considérer aussi le taux de calcium phosphore. Donc, ce serait vraiment très semblable au régime pour les chats qui ont hypercalcémie et maladie rénale chronique. Dans le cas de l'oxalate de calcium, dans l'urolithiase, je recommande toujours des aliments humides parce que ceci réduit la formation d'oxalate. Et si on n'a pas un grand succès avec ces régimes, on peut mesurer aussi le pH de l'urine et peut-être ajouter du citrate de potassium parce que le citrate peut faire la chélation de l'oxalate dans l'urine pour éviter de permettre que les cristaux se collent. Et on doit aussi éviter l'oxalate si on est en train d'utiliser des produits sont trop riches en oxalate, comme par exemple des feuilles vertes qui ont trop d'oxalate. On peut aussi faire ceci, mais on devrait aussi éviter que le pH soit trop élevé parce que le citrate a aussi un effet alcalinisant. Donc, le pH devrait être en dessous de 7,5 pour éviter la formation de sulfate et pour éviter la formation de pierre aussi. Merci, merci beaucoup. La suivante question est mon chat avait hypercalcémie et elle, elle avait aussi une obstruction urétrale. On lui a donné du psyllium, mais vous pensez que ce serait mieux de lui donner des graines de chia au lieu de psyllium? Oui, je pense qu'il n'y a pas suffisamment d'évidence pour pouvoir mm, vraiment faire une déclaration à ce sujet parce que je ne sais pas si le psyllium est très efficace dans la réduction des niveaux de calcium sérique. Je n'ai pas vu d'article sur ce point-là parce que normalement la fibre est mentionnée normalement comme fibre alimentaire en général. Elle n'est pas vraiment mentionnée dans ces publications. Donc le psyllium, il est vrai il a aussi un effet parce qu'il y a aussi cet aspect de gelée. Mais si vous voulez une preuve pour vraiment réduire les niveaux de calcium, alors là, j'utiliserai les graines de chia, oui. Merci, merci beaucoup. Et nous disons, comment est-ce que l'on peut mesurer le calcium sérique? Est-ce que l'on fait une prise de sang et on l'envoie à des laboratoires spécialisés? Oui, on a des laboratoires spécialisés qui peuvent mesurer le calcium ionisé sérique. Et est-ce qu'il est utile de mesurer le calcium dans l'urine? Oui, vous pouvez mesurer le calcium dans l'urine pour avoir une idée, surtout avec l'oxalate de calcium, la formation d'oxalate de calcium. Et ceci peut refléter un peu les niveaux de calcium ionisé sérique, mais c'est en fait un marqueur moins fiable euh, à cause de la concentration en urine. Mais pour être un peu plus sûr des résultats, je prendrai toujours, je me déciderai toujours pour une prise de sang. Mais l'hypercalcémie peut être le problème, mais si nous sommes dans les niveaux normaux, eh bien, on doit toujours mesurer le calcium ionisé sérique. Et puis, en fait, les questions ne s'arrêtent pas maintenant. Est-ce que les graines de chia peuvent être utilisées avec le régime rénal ou est-ce qu'on peut les utiliser avec la nourriture normale pour chat? Oui, en fait, on a vérifié l'effet des graines de chia avec un régime rénal. C'est un peu ce que je racontais dans ma présentation. Bien sûr, si on leur donne des graines de chia avec la nourriture normale, je suppose que ça aura aussi un effet dans la réduction du calcium ionisé sérique. Je pense que l'on peut aussi l'essayer avec la nourriture normale de notre chat, mais il faut toujours vérifier tous les 6 à 9 semaines pour voir vraiment si on a été efficace ou pas. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a des prédispositions par race? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a certains chats qui sont plus prédisposés à l'hypercalcémie? Euh,
il y a une prédisposition à la formation d'oxalate de calcium chez les chats. Mais je ne suis pas sûre si ces chats aussi sont prédisposés vers une hypercalcémie. Mais, ah d'accord. Est-ce qu'il y a des moniteurs de calcium ionisé sérique que l'on puisse utiliser à la maison ou est-ce qu'ils ne sont pas fiables comparés avec laboratoire spécifique? Eh bien, je ne sais pas s'il y a des tests faits maison ou des tests que l'on puisse faire à la maison. Moi, j'utilise toujours le laboratoire de l'université qui est vraiment le laboratoire de référence pour beaucoup d'autres euh, euh, analyses plus sophistiquées. Donc, je ne suis pas sûre, je ne suis pas certain. Je ne sais pas quel est l'équipement disponible. Est-ce que l'hypercalcémie est prédisposée seulement vers le oxalate de calcium face au phosphate de calcium? En fait, ça nous prédispose à toutes les pierres de calcium. En fait, c'est quelque chose que l'on sait grâce aux petits herbivores. Ils vont absorber tout le calcium qu'on leur donne. Ce n'est pas vraiment très bien réglé. Donc, si les niveaux de calcium augmentent, ils forment toutes sortes de pierres de calcium, d'oxalat, carbonat, phosphate. Le phosphate de calcium se forme normalement à des niveaux de pH plus élevés. On ne les voit pas normalement avec les carnivores, par exemple. Mais oui, on a aussi une prédisposition vers le phosphate de calcium. Et les deux dernières questions. Si le chat avait des pierres aussi, est-ce qu'on devrait arrêter dans la vessie, est-ce qu'on devrait aussi arrêter le calcium dans le régime en général? Eh bien, bon, c'est une question compliquée parce que lorsque ce sont des maladies liées à des infections, dès que l'infection est partie, eh bien, normalement, les pierres disparaissent. Et si on doit traiter avec un régime préventif, ça ne fait pas de mal et on maintient le pH bas, donc on évite la récurrence. Mais peut-être aussi le pH peut se maintenir bas avec un régime de maintien. Donc, ma recommandation est toujours de vérifier ce qui se passe, de faire un suivi. Et si vous voulez revenir à un régime de maintien, pour ainsi dire, on peut voir si après ce régime alimentaire d'entretien, il y a des résidus, des sédiments qui se forment et on peut bien sûr les libérer par le biais de l'urine, mais si on ne peut pas le faire, eh bien, alors on est arrivé trop tard si on ne peut pas les extraire. Donc, il faut toujours vérifier si on change les régimes pour voir vraiment ce qui se passe avec le pH et les sédiments pour avoir une idée plus claire de la situation avec ce chat. Si on devrait en fait maintenir le régime avec cette solution ou ce régime préventif ou si l'on peut continuer avec le régime normal. Et est-ce qu'il y a un régime rénal spécifique qui est bas en calcium que vous recommandez? Non, il n'y en a pas beaucoup. Je sais que les entreprises sont en train d'y travailler parce que en fait, on vient de publier les séries, donc il y a certaines entreprises qui sont en train de reformuler leur régime, mais pour maladie rénale, mais il n'y a pas beaucoup en fait qui sont à la hauteur. Donc il faut vraiment vérifier, mais ça dépend du pays. Ça dépend du pays parce que les formulations peuvent aussi être différentes d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre. Donc, je ne sais pas ce qui est disponible dans chaque pays, mais on vous a déjà donné des guides plutôt clairs de ce que vous voulez et vous devez chercher. Donc, vous pouvez regarder sur les sites web des compagnies pour voir quels sont les produits qui sont dans les niveaux et vous pouvez aussi contacter les vétérinaires de la société qui peuvent vous aider. Est-ce que vous savez quel est le niveau normal de calcium dans l'urine? Si nous sommes en train de vérifier, eh bien, je ne sais pas quel est le niveau de calcium en urine. Je ne le connais pas par cœur, en fait, le niveau. Et une personne avait dit sur le chat, si est-ce qu'on peut, si si pour que ce soit plus intéressant, on peut mettre les graines de chia dans du thon, ça marcherait aussi si on le fait dans d'autres liquides ou dans des,
Par exemple, oui, je pense qu'avec de l'eau, de thon, ce serait une très bonne idée parce que normalement les chats, ils adorent ça. Donc je pense que c'est une super idée, oui, en fait, au lieu de faire de l'eau, simplement on peut le faire avec de l'eau de thon. C'est parfait, je pense que vous avez répondu à toutes les questions. Merci Ronald parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de questions et ça démontre le haut niveau de votre présentation. Il y avait beaucoup d'intérêt et ça nous a fait beaucoup travailler. Merci, merci beaucoup pour cette présentation que j'ai beaucoup aimée. Merci à vous, merci à Purina pour avoir sponsorisé ce séminaire et le certificat sera disponible dans peu pour tous les participants. Merci beaucoup de vous être connectés et à la prochaine. Merci. Au revoir.